suis sportive, belle, intelligente, souriante, et pourtant je me suis cramée. J'ai fait un burn-out. Je me suis épuisée professionnellement. Pour moi, toute forme de dépression, qu'elle soit d'origine personnelle ou professionnelle, était la marque des faibles, la marque de ceux qui ne savent pas se battre, de ceux qui ne savent pas profiter de la vie. Cela ne pouvait donc pas m'arriver. Les gens autour de moi pensaient d'ailleurs comme moi. Steph, un burn-out? Impossible, vu son énergie. Si j'ai décidé de vous raconter mon histoire, c'est parce que je sais que pour la plupart des sourires que je vois en face de moi, ce sont de vrais sourires. Mais je sais aussi que pour certains d'entre vous, il ne s'agit que d'un sourire de façade, cherchant à dissimuler un mal-être profond et une fatigue extrême. Alors j'ai envie de vous dire, pour vous ou pour vos proches, pour maintenant ou pour plus tard, comment j'ai fait ce burn-out et comment je crois aujourd'hui que c'est ce qui m'a sauvée. Parce que je suis allée droit dans le mur. Et j'ai envie de vous faire éprouver le chemin sans que vous n'ayez à en éprouver le prix. Alors l'histoire commence bien. Je suis diplômée de Grenoble École de Management. Alors vous verrez, on y arrive. Hein. Je suis amoureuse. Désolée. J'ai envie de me trouver un travail à Grenoble parce que j'aime la nature et j'ai envie de continuer à pratiquer les sports qui me passionnent, du tennis et du ski. J'ai envie de mordre la vie à pleines dents, de monter de nombreux projets, de travailler dans un domaine qui a du sens pour moi. Et je suis heureuse le jour où je signe mon CDI pour un cabinet de conseil en développement durable. J'ai intégré une petite structure et très vite, il y a un fort besoin de compétences et de professionnalisme. Alors je m'éclate sur des projets ambitieux. Dans mes interlocuteurs, je compte des vice-présidents de grandes entreprises. Je déjeune à l'Assemblée nationale, car mes projets impliquent des députés et des ministres. Et dans cette euphorie, je réalise même une de mes plus belles saisons de tennis. Et puis, quand je parle de mon job à mes amis, la plupart ont des étoiles dans les yeux. J'ai des responsabilités, je développe mon réseau. Mon job a du sens. J'œuvre pour un développement durable. Je ne vends pas des cigarettes pour un géant du tabac. Alors je me souviens avoir eu ma mère au téléphone. Un soir, je rentrais du travail. Et c'est vrai que mes journées commençaient à s'allonger. Elle me le fait remarquer. Puis je fais un peu la maline. Je l'envoie promener, en lui disant que j'ai travaillé 70 heures cette semaine, mais que franchement, je ne vois pas où est le problème. Parce que j'ai cette phrase de Confucius en tête. Choisissez un job que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Et je suis d'accord avec Confucius. Est-ce que je kiffe ma vie? Grave. Je suis à fond. J'adore. Et pour moi, répondre oui à cette première question est largement suffisant. Il n'y a que ça qui m'importe. Il n'y a que ça qui importe tout court. Alors je suis d'accord avec Confucius et je kiffe ma vie. Et en même temps, sans vouloir me l'avouer, sans vouloir le reconnaître, je sens, au fond, que le rythme que j'imprime commence sérieusement à me fatiguer. Pas grave, je vous rappelle que j'ai absolument toutes les qualités pour y faire face. Et je ne suis franchement pas du genre à me laisser impressionner par un peu de fatigue. Alors je redouble d'intensité, je me jette encore plus dans le travail, je continue à faire autant de sport, voire plus. C'est ma façon à moi d'évacuer le stress. Mais je commence sérieusement à prendre beaucoup moins de plaisir à aller travailler. J'ai du mal à m'endormir. Ou je me réveille dans la nuit en pensant au boulot. Alors je me dis que c'est stupide, que j'ai mon amoureux qui dort à côté de moi et que c'est ça le plus important. Mais mes insomnies sont de plus en plus régulières. Un soir, je me retrouve chez mes parents. Mes frères et sœurs sont là. C'est une occasion rare, on ne se voit pas beaucoup, on vit aux quatre coins de la France. Et puis dans ma famille, on rigole beaucoup. Mais là, j'arrive pas à rigoler. Alors j'affiche un sourire de façade.
Je leur fais croire que je suis là, mais je ne suis pas là. Alors je quitte la pièce pour aller pleurer un coup, en me disant que j'en ai marre de ce rythme de fou, qu'il faudrait que ça change. Mais en même temps, je me dis aussi que je ne peux pas, que je n'y arriverai pas. Et que j'ai beau en parler à mon employeur, j'ai l'impression qu'il ne comprend pas. Quelques mois plus tard, je me retrouve au ski chez des amis. Mon ami me demande comment va mon travail. Je lui réponds que, comme d'habitude, je suis fatiguée, que je me sens stressée, qu'il faudrait que ça change. Elle me demande alors « Combien de fois encore vais-je entendre cette phrase dans ta bouche sans que tu te donnes réellement les moyens de changer quoi que ce soit dans ta vie ?» Je l'envoie promener en lui demandant pour qui elle se prend, en lui demandant d'arrêter de me faire culpabiliser, en lui disant que ma vie est déjà assez compliquée comme ça et que je n'attends clairement pas de mes amis qu'ils m'enfoncent encore un peu plus. Elle ne voit donc pas que je n'y arrive pas, que je n'arrive pas à faire autrement, qu'il y a une force intérieure qui m'oblige à aller dans ce sens-là. Je travaille sur le volet social du développement durable. Cela signifie que mon job est de faire en sorte de générer une performance durable auprès des organisations. Une performance durable où l'individu est au service du résultat mais demeure plus important que lui. Et je suis profondément humaniste. Donc j'accompagne les organisations à générer de la performance en travaillant sur la génération de la confiance, de l'optimisme, du bien-être. Et en l'occurrence, j'anime une formation auprès de managers, une nouvelle formation, pour leur parler d'estime de soi, d'assertivité, et donc du fait de savoir dire non. Et là, je peux vous assurer que j'ai beau être au fond du trou, je me rends compte de l'ironie du truc. Je suis formatrice en bien-être au travail. Et je dresse encore une fois l'amer constat que je vis l'exact opposé. Quelques jours après, je croise un collègue qui me demande comment je vais. Et là, j'éclate en sanglots. Ma carapace vient d'exploser. Je pensais encore être protégée par ce bouclier. Je voulais encore cacher ce qui m'arrivait. Franchement, je n'assume pas d'être cette fille-là qui ne va pas bien, qui pleurniche. Mais enfin, je lui raconte ce qui m'arrive vraiment. Je lui dis que la nuit d'avant, je l'ai passée toute seule au fond du lit de ma chambre d'hôtel, à pleurer sans savoir pourquoi, sans en parler à personne. Que la seule énergie qu'il me reste est pour bloquer devant la télé-réalité, devant les anges de la télé-réalité, où les ch'tis débarquent à Mykonos. Que j'ai commencé à prendre des somnifères. Que j'adore le contact avec les gens, mais que je ne supporte plus d'entendre la sonnerie de mon téléphone. Mon collègue me demande alors « Combien de temps encore as-tu décidé d'aller mal avant d'aller mieux ?» Sa question me fait un mal incroyable, parce que je me rends compte de l'énormité de ma propre bêtise, et ce pour deux raisons. La première, c'est que je suis au fond du trou, à des années-lumière d'un principe latin qui est fondamental pour moi depuis que je suis toute petite. Mens sana in corpore sano. Un corps sain dans un esprit sain. Mais je me suis aveuglée. J'ai confié mon bien-être à quelqu'un d'autre que moi. J'ai cru qu'hypothétiquement, un jour, on s'occuperait de moi. Je comprends alors que c'est bien moi la responsable qui ai perpétré ce système qui me fait tant de mal, que c'est moi la responsable de cette situation toxique pour moi. La deuxième raison pour laquelle ça me fait aussi mal, c'est que je me rends compte de mon arrogance, du fait que vraisemblablement mon ego est surdimensionné. Je suis un être humain, pourvu certes de nombreuses qualités, mais qui, comme tout le monde, a ses limites. Et j'ai été prévenue, alertée, informée par mon corps, par mon amoureux, par mes proches. Et j'ai tellement présumé de mes forces que je n'ai été capable ni de les écouter eux, ni de m'écouter moi. Le déclic a donc enfin lieu. J'ai alors pleinement conscience que je ne vais pas bien.
pleinement conscience qu'il y a dorénavant une seconde question qui est importante. Suis-je en forme? Suis-je en santé? C'est-à-dire non pas seulement pas malade, mais bien comme l'affirme l'Organisation mondiale de la santé depuis 1946, dans un état complet de bien-être physique, mental et social. Commence alors la troisième étape, celle d'aller mieux. Et même mieux encore, celle d'aller bien. Mais je ne sais plus comment faire, je suis un peu démunie. Il y a alors une troisième question qui m'a été d'une grande utilité. Et si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Cette question était véritablement le point de départ de ma nouvelle vie. Et si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Je quitterais mon travail, je prendrais de très longues vacances, ce que je n'avais pas franchement eu le temps de faire avant. Je perdrais des heures à ne rien faire, ce que je ne savais pas faire. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai osé inscrire sciemment un trou dans mon CV. Et finalement, j'ai mis ce temps à profit. Comment? En travaillant sur moi, en plaçant enfin cette énergie non plus pour foncer, mais bien pour comprendre et construire ce qui est important pour moi. Et j'ai fait confiance à Thucyclide, qui dès le 5e siècle avant notre ère nous disait « Le secret du bonheur, c'est la liberté, et le secret de la liberté, c'est le courage. » Alors j'aime dire que j'ai pris le temps de travailler les bases de mon écologie personnelle. Et ce n'est pas que pour le marketing que je vous dis ça. Je suis vraiment sérieuse en disant que j'ai pris le temps de définir mon rythme, mes besoins, mes valeurs, mes envies, mes désirs, et à les mettre vraiment en application. À me rendre compte qu'il est dorénavant plus important pour moi de profiter des montagnes enneigées et ensoleillées plutôt que de me sentir coincée au bureau. À me rendre compte qu'il est dorénavant plus important pour moi d'être en forme pour pouvoir profiter de mes amis plutôt que de faire croire, comme beaucoup autour de moi, que je me sens gratifiée et comblée par des journées speed et bien remplies de 15 heures de travail. C'est pour ça que je dis aujourd'hui que le burn-out m'a sauvée. Parce que je vais enfin dans la direction qui est importante pour moi. Je laisse enfin s'exprimer mon intelligence émotionnelle et je ne me laisse plus définir par ce que les gens ou les organisations attendent prétendument de moi. Et une fois que j'avais fait ce plein d'énergie, sachant maintenant que derrière chaque peur, il y a en réalité un désir, j'ai décidé de continuer à œuvrer pour mes désirs. Et j'ai réalisé un rêve de gosse, celui de monter ma boîte. Alors ça fait souvent sourire les gens, quand je prends le raccourci suivant. J'ai fait un burn-out et donc je monte ma boîte. J'en profite alors pour faire part aux personnes qui me le demandent des 2 processus de régulation que je me suis fixés. Le premier, c'est de prendre autant de vacances que je le veux et que je le sens nécessaire. Et le deuxième, c'est de faire du sport une priorité dans mon agenda. Je peux vous assurer que mes clients et mes partenaires savent très bien que je ne réponds pas à leurs mails à la minute près. Et quand ça leur pose un problème, je leur réponds que selon moi, le projet professionnel n'est en réalité qu'un seul élément de l'ensemble du projet de vie. Généralement, ils se mettent à scanner leur propre vie et me laissent tranquille. Je viens donc de partager avec vous les 5 dernières années de ma vie. Pour vous les résumer en 3 phrases, j'ai envie de vous dire que j'ai d'abord vécu à 200 à l'heure et que j'ai trouvé ça absolument génial et suffisant. Jusqu'à ce que je me rende compte que j'avais définitivement trop tiré sur la corde et que j'étais en train de le payer très cher. J'ai alors modifié ma façon de fonctionner en osant entreprendre des actions en lien avec mes désirs et mes besoins. Je viens donc de partager avec vous comment j'ai travaillé mon bien-être, comment je continue à le travailler, en répondant constamment à ces 3 questions. Est-ce que je m'éclate dans ce que je fais? Est-ce que je suis en forme, équilibrée dans mes piliers de vie?
Et si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Je croyais donc que répondre oui à l'une de ces questions était suffisant. Je sais aujourd'hui, pour l'avoir vécu, qu'il est absolument nécessaire de veiller à formuler constamment ces 3 questions en même temps. Et qu'il est nécessaire d'engranger des actes qui répondent favorablement à chacune de ces 3 interrogations. Ces questions ont définitivement changé ma façon de voir le monde, ma façon d'être au monde et finalement ma façon de réussir. Et ces 3 balises peuvent vous permettre, à votre tour, de travailler sur votre bien-être, d'investir pour votre bien-être. Mais il est maintenant de votre propre responsabilité de savoir si vous préférez la jouer égo surdimensionné ou en accord avec vous-même. Et pour vous aiguiller dans votre propre réflexion, je conclurai en citant John Lennon. Quand je suis allée à l'école, ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serai grand. J'ai répondu « heureux ». Ils m'ont dit que je n'avais pas compris la question. J'ai répondu qu'ils n'avaient pas compris la vie. Merci.